Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi l'examen en seconde lecture de la réforme électorale annoncée par François Hollande lors des États généraux de la démocratie territoriale. Cette réforme qui modifie le calendrier électoral ainsi que le mode d'élection des conseillers municipaux et départementaux prévoit notamment un nouveau mode de scrutin. Il s'agit du scrutin binominal paritaire qui doit entrer en vigueur lors des prochaines élections cantonales en 2015. Et selon l'article 2 du texte, cette innovation permettra d'élire un binôme, un homme et une femme, par canton. C'est, selon les mots mêmes de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, le gage d'une parité enfin respectée. Il faut dire que certains départements, comme par exemple le Tarn et Garonne, ou encore les Deux-Sèvres, ou bien la Haute-Corse, n'ont pas de conseillère générale. Et plus généralement, selon une étude de 2011, les assemblées départementales ne comportent seulement moins de 14% de femmes. Mais simultanément, cette réforme électorale impose un redécoupage des cantons, 2 élus par circonscription nécessitant de réduire leur nombre par 2. Et c'est au ministère de l'Intérieur qui décidera seul par arrêté de ce redécoupage. Le Parlement n'aura donc pas son mot à dire. Résultat, en janvier, lors de l'examen en première lecture de cette réforme, le Sénat a voté contre l'article 2 de ce texte par 164 voix contre 144. L'UMP et les centristes ont voté contre, les communistes et les écologistes qui réclament l'introduction de la proportionnelle se sont abstenus. En tout cas, le texte a été vidé de sa substance par le Sénat, mais depuis, l'Assemblée l'a réintroduit le 27 février. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle pour cette réforme électorale. Très bonne après-midi à tous sur notre chaîne. L'ordre du jour appelle à la discussion du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral, et du projet de loi organique modifié par l'Assemblée nationale relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux. La conférence des présidents a décidé que ces 2 textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, il y a 2 mois de cela, j'étais ici devant vous, il neigeait déjà, afin de marquer le début d'une étape importante pour nos institutions, celle de l'approfondissement et de la modernisation de la démocratie dans nos territoires. Et je vous retrouve évidemment avec beaucoup de plaisir. Il s'agit là d'une étape qui nous appartient de franchir dans un esprit de dialogue et, autant que faire se peut, dans un esprit de consensus. Aujourd'hui, je soumets de nouveau à votre examen ces 2 projets de loi. Aujourd'hui, une question se pose à tous les groupes, et je dis bien à tous les groupes. Ce nouvel examen permettra-t-il au Sénat de participer à la définition de nouvelles règles pour les élections locales? En première lecture, nous avons eu de longs échanges, mais ce fut finalement un rendez-vous manqué. Or, on ne saurait manquer, me semble-t-il, un rendez-vous avec la démocratie et avec la démocratie locale en particulier. Notre responsabilité, et je prends ma place, Mesdames et Messieurs les sénateurs, est donc grande. Et ne feignons pas, en effet, d'ignorer le doute qui s'est emparé de nos concitoyens. Et ce qui vaut pour la France vaut d'ailleurs pour l'Europe. Il y a une crise du système représentatif qui amène les électeurs à ne plus croire dans la capacité de leurs représentants à entendre leurs attentes, à répondre à leurs préoccupations. Et je veux le dire ici avec gravité. Nous avons le devoir
impérieux et plus encore dans les temps actuels, marqués par les difficultés, de renforcer nos institutions, de restaurer pleinement cette confiance qui est essentielle au bon fonctionnement de notre démocratie, qui est essentielle aussi pour la prémunir contre les poussées populistes qui toujours se sont alimentées de ses faiblesses. Être élu du peuple est une belle mission, c'est une mission qui a aussi sa part d'exigence. Être élu du peuple, et vous tous ici en êtes le témoignage, c'est assumer une part de ce qu'est notre présent, mais également de ce que sera notre avenir. Les élus, chacun dans leurs différentes responsabilités, sont l'expression d'une volonté générale. Ils sont la vitalité de notre démocratie. Pour autant, et vous le savez, des voix, parfois, s'élèvent pour les mettre en cause, pour dire aussi qu'ils sont trop nombreux, qu'ils coûtent cher. Ces critiques, comment peut-on ne pas vouloir y répondre? Et la meilleure des manières est toujours de consolider ce lien précieux qui unit les citoyens à leurs représentants. Et c'est précisément, mesdames et messieurs les sénateurs, cela que vise ce texte de loi. Je le disais il y a un instant, notre premier rendez-vous a été manqué. Je vous propose donc d'essayer de réussir ce nouveau rendez-vous. C'est en tout cas dans cet état d'esprit que j'aborde cette discussion sur la base du texte adopté en commission des lois et toutes les modifications encore il y a quelques heures qui ont été apportées. Nos débats d'aujourd'hui s'inscrivent à la suite d'un processus et il m'apparaît utile d'en rappeler les grandes étapes. C'est ici, au Sénat, il y a plus d'un an, qu'a été adoptée une proposition de loi abrogeant le conseiller territorial. C'est encore ici, au Sénat, qu'en octobre dernier, à votre initiative, Monsieur le Président, ont été organisés les États généraux de la démocratie territoriale. Et à l'issue d'une consultation large et de débats approfondis, le Président de la République a fixé les 4 grands principes qui doivent guider la prochaine étape de la décentralisation. Confiance, clarté, cohérence et démocratie. Cette démocratie, elle vit dans nos territoires, dans les régions, les départements, les communes, au rythme des lois de décentralisation et des transferts de compétences depuis 30 ans. C'est une véritable culture de la démocratie locale qui s'est progressivement affirmée. Elle est faite de dialogue, de concertation, de proximité. Elle s'appuie sur des élus locaux, vous êtes aussi des élus locaux, qui ont à cœur de servir leur collectivité, de mettre en mouvement les territoires dont ils ont la charge. Cette culture de la démocratie locale, nos concitoyens y sont particulièrement attachés. Ils savent en effet combien elle les a rapprochés de la décision publique, combien elle leur a permis de mieux faire entendre leur voix. La démocratie locale a été une conquête majeure dans notre République. Et dans cette conquête démocratique, le département a occupé une place importante, une place historique qui renvoie aux acquis mêmes de la Révolution et de la Troisième République. Ce constat, à lui seul, pose le degré d'exigence que nous devons avoir pour la démocratie locale dans nos départements, qui incarne mieux que tous les autres la diversité de nos territoires, urbains, périurbains, ruraux, la montagne, le littoral, les îles, la métropole, les outre-mer, afin de prolonger fidèlement cet héritage. C'est en ce sens que la réforme de 2010, et je ne vise pas, mesdames et messieurs de l'opposition, à vous convaincre, instaurant le conseiller territorial, confondait 2 échelons, le département et la région, qui n'ont pas les mêmes logiques de fonctionnement ni les mêmes perspectives d'action. Elle introduisait donc par ce biais une confusion en matière de compétences. Or, la démocratie locale a besoin de transparence. C'est là sa force, c'est ce qui fait toute sa pertinence. La démocratie locale, c'est accroître l'information du citoyen, c'est mieux l'associer au processus de décision, c'est concevoir la démocratie comme un lien permanent entre les électeurs et leurs élus, et non pas comme des rencontres ponctuelles au rythme des scrutins. C'est faire de l'échange régulier entre les citoyens un élément de la vitalité démocratique, je ne vous apprends rien. Et le conseiller territorial
éloignait l'élu de son territoire. Il mettait de la distance entre l'élu et les citoyens, c'est-à-dire entre l'élu et la société dont il est censé porter les aspirations. Le mode de scrutin était par ailleurs très défavorable à la parité et représentait, de ce point de vue-là, une régression par rapport au scrutin régional. L'abrogation du conseiller territorial était donc une nécessité. Cependant, rien ne sert d'abroger sans proposer. Et en matière de démocratie, on ne peut se contenter d'un simple retour en arrière. Et la seule voie possible, c'est l'approfondissement. Qui peut penser en effet que dans la France d'aujourd'hui, on puisse élire des conseillers généraux sur la base d'une carte qui, pour les 2/3, remonte à 1801 ? Comment refuser de voir que la répartition démographique en 2 siècles a profondément évolué ? Cet aspect est fondamental car il renvoie à un principe démocratique, à un principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Et quelle égalité lorsque le rapport entre le canton le moins peuplé et le plus peuplé d'un même département peut atteindre 1 pour 47. Quelle égalité également quand dans 18 départements, ce rapport est supérieur à 1 pour 20 et quand dans 88 départements, soit la presque totalité, il dépasse 1 pour 5. Nous ne pouvons plus accepter de telles inégalités qui font que les choix de certains citoyens pèsent moins que celles d'autres citoyens. Un redécoupage global de la carte cantonale s'impose donc. Remodeler n'est jamais chose aisée, paraît-il, et le seul recours utile, c'est celui de grands principes appliqués uniformément. Aussi avons-nous fait le choix d'une règle simple. L'écart entre la population d'un canton donné et la moyenne départementale ne pourra excéder 20%. Ce chiffre ne relève pas du hasard, il est celui que le Conseil constitutionnel retient pour le redécoupage des circonscriptions législatives. C'est d'ailleurs pourquoi le Conseil d'État l'a préconisé dans l'avis qu'il m'a rendu parallèlement à l'élaboration de ce projet de loi. Nous avons discuté de ce sujet en première lecture. Je ne doute pas que nous allons encore en rediscuter. Si, évidemment, le scrutin binominal est accepté par le Sénat, cette discussion sur ce sujet-là aura lieu. Mais pas l'inverse, vous le comprendrez bien. Qui peut... Non, c'est de la cohérence. Qui peut penser également que, dans la France d'aujourd'hui, on puisse encore concevoir un mode de scrutin départemental qui ne serait pas paritaire? La parité a progressé partout, dans les municipalités, dans les régions, au gouvernement, au Parlement également, même s'il reste des progrès à faire. Et dans ce mouvement d'ensemble, les départements font figure d'exception. Et une exception, mesdames et messieurs les sénateurs, qui ne pouvait plus durer. C'est pourquoi, dans chaque canton seront élus solidairement 2 candidats de sexes différents. La parité sera donc assurée. C'est là une exigence démocratique qui transformera profondément les assemblées départementales, qui fera en sorte qu'elles soient à l'image de la société. La parité des assemblées ne se traduit pas nécessairement dans leur exécutif. Je ne vous apprends rien là non plus. 95% des présidents et 95 et 85% des vice-présidents des actuels conseils généraux sont des hommes. Et ce texte propose donc d'étendre l'obligation de parité, comme c'est le cas pour les régions, à l'exécutif départemental. Qui peut penser que dans la France d'aujourd'hui, qui a enfin réussi la révolution de l'intercommunalité, les responsables de ces structures, aux compétences et aux responsabilités croissantes, ne soient pas élus directement par les électeurs? Pour nombre de nos concitoyens, l'échelon intercommunal est une réalité dont ils ont pleinement conscience. Ils savent très bien, pour le vivre quotidiennement, que c'est à ce niveau que se prennent les décisions dans de nombreux domaines, la voirie, les infrastructures, les transports, la culture, et demain plus encore, notamment en matière de développement économique ou de formation. Cette réalité des politiques publiques doit devenir une réalité démocratique. C'est l'objectif du système de fléchage proposé par ce projet de loi. Il s'agira d'identifier sur la même liste que celle de l'élection municipale ceux et celles qui seront appelés à siéger au Conseil de l'intercommunalité. Ce système permet de préserver l'échelon municipal, une exigence
que je partage, et notamment la figure du maire, à laquelle les Français sont légitimement attachés. C'est l'échelon de proximité par excellence, tout en donnant, c'est le but du texte, une plus grande lisibilité aux électeurs. Qui peut penser enfin que dans la France d'aujourd'hui, on laisse encore s'appliquer dans bien des communes le jeu parfois étonnant du raturage et du panachage? Pour éviter cela, ce projet de loi propose d'abaisser le seuil à partir duquel les élections municipales sont organisées au scrutin de liste proportionnel. Le gouvernement avait proposé le seuil de 1 000 habitants. Le Sénat l'avait approuvé. L'Assemblée nationale a retenu celui de 500 habitants qui ferait que 93% de la population voterait avec ce mode de scrutin pour les élections municipales. Un mode de scrutin qui, par ailleurs, garantit la parité. Égalité devant le suffrage, parité, démocratisation de l'intercommunalité, tels sont les objectifs auxquels entend répondre ce projet de loi. Nous pouvons encore débattre des solutions préconisées dans ces domaines par les uns et par les autres. Mais en aucun cas, nous ne devons dévier des grandes orientations fixées par le Président de la République. Et nous avons là, mesdames et messieurs les sénateurs, l'opportunité de donner une impulsion nouvelle, que je crois forte et cohérente. Et au moment de reprendre nos débats, je veux vous dire en toute franchise dans quel état d'esprit se trouve le gouvernement. Nous avons une ambition pour la démocratie locale, mais nous savons aussi très bien qu'une réforme est d'autant plus efficace qu'elle se fait dans un climat de sérénité et qu'elle s'appuie sur une assise la plus large possible. Comme tout texte, celui-ci mérite sans doute d'être enrichi encore sur de nombreux points, corrigé peut-être sur d'autres. C'est tout le sens du travail parlementaire. Le gouvernement est donc prêt à un certain nombre de débats, de compromis, mais pas à se compromettre. Et j'ai dressé un constat, esquissé des pistes, j'en tire des conclusions précises, mais aussi des exigences que je rappellerai tout au long de nos futures discussions. L'Assemblée nationale a fourni, comme le Sénat, mais l'Assemblée nationale a approuvé le texte, un travail important. Sur de nombreux points, elle l'a enrichi. Elle a introduit aussi des avancées notables. Je pense par exemple aux critères qui doivent présider au futur redécoupage et garantir une bonne représentation de la diversité de nos territoires. C'était au cœur d'un certain nombre de nos discussions en première lecture. Ce texte, celui qui a été transmis à votre Assemblée, est donc satisfaisant pour le gouvernement. Les travaux de votre commission des lois ont permis d'aboutir, jusqu'à il y a quelques minutes, à l'adoption d'un texte, celui que nous examinons aujourd'hui. À bien des égards, il s'éloigne des travaux de l'Assemblée nationale. Mais je veux vous redire ma volonté de mener un dialogue constructif avec l'ensemble des groupes du Sénat, je l'avais dit déjà devant vous, afin de déboucher sur un texte, et là je veux le souligner tout particulièrement, qui vous engage et qui permette au Sénat, qui permette à votre Assemblée, qui vous permette, vous qui représentez les collectivités locales, d'apporter votre contribution à cette réforme. Dans la construction de cet accord, certains points sont fondamentaux pour le gouvernement. Tout d'abord, le mode de scrutin binominal. C'est la substance de la réforme que je vous propose d'accomplir. C'est aussi le seul moyen, car je n'en ai pas entendu d'autres, de concilier les deux exigences de parité et d'ancrage territorial. Et je le dis, non, la proportionnelle ne permet pas l'ancrage territorial. Et le retour en arrière ne permet pas la parité. Maintenant, nous sommes en deuxième lecture. Chacun connaît les arguments. Donc, si on veut et la parité et l'ancrage territorial, il faut voter, et je le dis à la majorité comme à l'opposition, pour le scrutin binominal. L'élection, Madame la Présidente, le pluralisme, c'est le choix des électeurs. Le scrutin majoritaire à 2 tours n'empêche pas le pluralisme ni à l'Assemblée ni au Sénat. Donc, et la parité, elle est possible pour ce qui concerne. Et la parité, je ne fais aucune leçon, je ne me le permettrai pas, Madame la Présidente. Je veux uniquement vous dire que la parité. Je vous en prie, Madame la Présidente. J'ai dit que je voulais entamer ce débat dans le meilleur état d'esprit, mais je vous écoute avec la plus grande attention.
mais le gouvernement n'acceptera pas la proportionnelle pour ce qui concerne les départements. Et nous voulons en même temps la parité. Voilà. Et si on veut ce lien, et je vous rappelle que, y compris votre organisation politique, anime deux départements et c'est issu au scrutin départemental. Donc ça n'est pas antinomique avec une représentation, pas de faux débat entre nous, avec une représentation des forces politiques. Mais le département, tel que nous le concevons, tel que je l'ai décrit, comme il est représentatif de nos territoires et de leur diversité, nécessite des élus qui soient ancrés dans cette réalité et en même temps nous voulons cette parité. Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'élection par fléchage des délégués communautaires est également un point essentiel. Je suis très sensible aux propositions concernant Marseille et Lyon, puisqu'il va y avoir des amendements dans ce sens. C'est là aussi en posant les bases d'une démocratie intercommunale aboutie que nous pourrons envisager l'avenir de ces territoires. Enfin, la modification du calendrier électoral est un troisième élément fondamental. Il s'agit de garantir une meilleure participation aux élections locales et, par la concomitance des élections régionales et départementales, de créer, en tout cas nous l'espérons, des dynamiques communes à des échelons territoriaux. Sur ces quelques points, le gouvernement restera vigilant à ce que le texte ne soit pas dénaturé. Nous prendrons également garde à ce que ce texte reste compatible avec la jurisprudence constitutionnelle. Il y va de la pérennité de cette réforme, il y va de notre crédibilité à tous. J'ai donc déposé un certain nombre d'amendements au texte de votre commission au nom du gouvernement. Mais, comme vous le constatez, le champ des débats reste très large et je suis très sensible à toutes les propositions constructives qui permettront de garantir, par exemple, une bonne représentation de nos territoires ruraux. Tout le débat que nous avons eu, n'en doutez pas un seul instant, tous les débats que nous avons eus au Sénat en première lecture comme à l'Assemblée nationale, toutes les discussions que nous avons eues, tous les échanges qui se sont faits jour nous ont permis, me semble-t-il, d'avancer sur ce sujet-là. Parce que nous sommes bien conscients que la taille des cantons, la représentation d'un certain nombre de territoires nécessite à la fois des critères, le Sénat y avait travaillé, l'Assemblée ou tout, et si, évidemment, chacun s'engage pour ce qui concerne le scrutin binominal, je crois que nous pouvons intelligemment avancer sans nous mettre en difficulté par rapport à la jurisprudence constitutionnelle. Vous connaissez ainsi, mesdames et messieurs les sénateurs, les données de notre débat. Et je vous invite donc très poliment à vous inscrire dans cette perspective de dialogue. Mais pour que cet exercice de franchise soit fructueux, chacun doit s'y livrer. Chacun doit dire clairement ce qu'il veut, doit préciser quel est son projet pour nos collectivités. Chacun doit également, en toute transparence, expliquer les évolutions possibles. Il ne servirait à rien qu'une seule partie fasse des compromis. Un accord, cela se construit ensemble et vous savez, et vous l'avez compris, le gouvernement y est prêt. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Michel Delebarre, rapporteur de la Commission des lois. J'avais le son, non? J'avais l'impression que je parlais. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, notre Assemblée est de nouveau saisie de deux projets de loi relatifs à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Ce projet de loi, qui, je le rappelle, a été rejeté le 18 janvier dernier, tandis que le projet de loi organique a été, lui, adopté à l'unanimité. Le scrutin binominal départemental n'est pas parvenu à réunir une majorité d'adhésion. C'était hier. C'est un moment de l'histoire. Nous sommes là pour en construire un autre moment de l'histoire.
Le 26 février dernier, l'Assemblée nationale a voté ces deux projets de loi en conservant l'architecture générale, en les enrichissant de nombreuses dispositions nouvelles. Je rappellerai rapidement d'abord les travaux du Sénat en première lecture. Le 19 décembre dernier, notre commission a adopté un certain nombre d'améliorations rédactionnelles ainsi que quelques novations comme celle majeure proposée par notre collègue Pierre-Yves Collombat qui renverse le principe traditionnel d'acquisition de l'élection en cas d'égalité des suffrages. Désormais, celle-ci serait acquise aux plus jeunes. En séance publique, le Sénat a supprimé l'article 2 relatif au mode de scrutin binominal, ce qui a conduit par cohérence à rejeter les articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, qui proposaient les coordinations nécessaires dans le code électoral à ce mode de scrutin. Toutefois, avant le rejet global du présent projet de loi, notre Haute Assemblée a adopté le changement d'appellation du Conseil général, l'abrogation du conseiller territorial, articles 1er et 25, le renouvellement intégral des conseils départementaux tous les 6 ans, article 4, ainsi que la procédure applicable lorsque le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département est supérieur au quart de l'effectif du conseil départemental, article 7. S'agissant du remodelage de la carte cantonale, le Sénat a également supprimé les articles 3 et 23 en raison des inquiétudes exprimées sur la représentation des territoires faiblement peuplés et leur prise en compte dans les politiques départementales. C'est pourquoi j'avais déposé un amendement adopté à l'unanimité par le Sénat qui proposait d'élargir les dérogations au principe de remodelage de la carte cantonale. Aux dérogations géographiques étaient ajoutées les dérogations démographiques, d'équilibre, d'aménagement du territoire ainsi que le nombre de communes. Ces dérogations auraient été fixées par un décret en Conseil d'État. Le Sénat a complété le dispositif proposé pour réformer le régime électoral municipal afin d'en préserver la cohérence et de faciliter la vie municipale. Tout d'abord, il s'en est tenu au seuil d'application de la proportionnelle de 1 000 habitants raisonnable au regard des conséquences induites par l'élargissement de la proportionnelle pour les communes concernées et de l'objectif de parité. Les modalités de candidature et de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants ont été complétées sur 2 points. D'une part, pour préciser les modalités de publicité des candidatures que la commission des lois avait rendues obligatoires, et d'autre part, pour interdire à un candidat de d'être dans plus d'une circonscription électorale. En conséquence du principe de l'obligation de candidature, alors que les bulletins de vote incomplets et le panachage ont été maintenus dans les communes de moins de 1 000 habitants, les noms des non-candidats qui y seraient portés ne seraient pas décomptés lors du dépouillement du scrutin. À l'initiative de votre commission des lois, le Sénat a complété le projet de loi organique pour aligner le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du cumul des mandats sur le seuil de 1 000 habitants par référence aux critères objectifs du seuil du changement de mode de scrutin. Enfin, pour répondre aux difficultés de candidature, la commission des lois a diminué de 2 unités l'effectif des conseils municipaux dans les communes de moins de 500 habitants. Cette opération a été poursuivie dans les débats en séance publique pour un certain nombre d'autres catégories de communes. C'est un point sur lequel nous serons amenés à revenir. S'agissant du fléchage, le Sénat a souhaité offrir aux collectivités le moyen de mieux coordonner responsabilités communales et intercommunales en assouplissant le dispositif gouvernemental du stockage en tête de liste des candidats fléchés pour le Conseil de l'intercommunalité. L'objectif est de concilier, d'une part, la liberté du choix des candidatures fléchées selon des modalités clairement déterminées et, d'autre part, la sincérité du scrutin. C'est pourquoi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, notre Haute Assemblée a limité la faculté de flécher à une partie de la liste seulement. Monsieur le ministre, nous n'aurons pas fini de débattre, y compris du fléchage. La vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, serait pourvue par le suivant de liste, afin de conforter la légitimité démocratique des conseils communautaires qui seront élus demain au suffrage universel direct. Les candidats qui figureront sur la liste des candidats au conseil municipal figureront aussi séparément sur le bulletin de vote dans l'ordre de leur présentation. Enfin, le Sénat a réglé le cas de la section électorale qui, par le jeu de la répartition des sièges attribués à la commune entre les sections ou secteurs municipaux à la proportionnelle de leur population, ne se verrait attribuer aucun délégué au sein de l'intercommunalité. Afin de permettre la participation des électeurs au choix des délégués communautaires, l'élection du ou des délégués s'effectuerait alors
pour l'ensemble de la commune, comme s'il n'y avait pas de sectionnement. Je conclurai ce bref rappel de nos travaux de première lecture en mentionnant l'adoption d'une nouvelle dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération. L'Assemblée nationale a retenu l'architecture générale de la réforme des scrutins locaux, laquelle a été prolongée par diverses mesures qui ne sont pas toutes de nature électorale. Elle a adopté l'ensemble des dispositions relatives au nouveau mode de scrutin des conseillers départementaux ainsi que l'abrogation du conseiller territorial. Elle a apporté plusieurs améliorations rédactionnelles, dont plusieurs avaient été proposées et adoptées par notre commission des lois ou par le Sénat. Parmi celles-ci, citons l'article 1er bis, qui réaffirme le rôle du département comme garant de la solidarité sociale et de la solidarité territoriale. L'article 5 bis allonge le délai interdisant à certains responsables de services départementaux de se présenter aux élections départementales s'ils n'ont pas, au préalable, abandonné leurs fonctions au sein de ce département au moins un an auparavant. De même, en vertu de l'article 6 bis, tout conseiller départemental qui se serait présenté ou serait élu dans un autre canton lors d'une élection partielle serait déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département de son mandat en cours, ce qui lui permettrait de conserver le nouveau mandat. L'article 7 bis dispose en revanche que tout candidat qui se présenterait simultanément dans plusieurs cantons, en dépit de l'interdiction posée par l'article 8, qui dispose que nul ne peut être candidat dans plus d'un canton, perdrait de plein droit ses mandats de conseiller départemental. Le candidat ainsi élu serait déclaré démissionnaire d'office de l'ensemble de ses mandats par le préfet de département. L'article 8 étend désormais à l'ensemble des cantons la déclaration pour les binômes de candidats d'un mandataire financier, aujourd'hui réservé dans les seuls cantons de plus de 9 000 habitants. Sur la question du remodelage de la carte cantonale, l'Assemblée nationale a adopté, tout en les précisant, les dispositions relatives au remodelage de cette carte. Ainsi, elle a repris l'amendement que le gouvernement avait déposé en séance publique au Sénat à l'article 3, selon lequel, d'une part, le nombre de cantons dans lesquels seraient élus les futurs conseillers départementaux serait égal à la moitié du nombre de cantons existants au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité supérieure impair, et d'autre part, le nombre de cantons dans les départements de plus de 500 000 habitants ne pourrait être inférieur à 15. Le nombre des conseillers départementaux à Mayotte a été relevé à 26 pour tenir compte de cette règle de calcul du nombre de cantons impairs. La combinaison de ces deux articles permet le maintien de 52 cantons supplémentaires par rapport aux dispositions initiales du projet de loi. S'agissant des principes encadrant la procédure de remodelage de la carte cantonale, l'Assemblée nationale a repris dans son esprit l'amendement que j'avais déposé au nom de notre commission et qui avait été adopté à l'unanimité par le Sénat. Ainsi, les dérogations concerneraient, outre des considérations géographiques et tout autre motif d'intérêt général, les considérations démographiques et d'aménagement du territoire. Ces dérogations ont été complétées afin de préciser les dérogations géographiques pour tenir compte de la superficie, du relief, de l'insularité et de prendre en compte le nombre de communes pour éviter la constitution de cantons par trop étendus. L'Assemblée nationale a complété le dispositif consacré au régime électoral municipal. Certaines de ces dispositions nouvelles ont été initiées par le Sénat. À l'article 16, l'Assemblée nationale a étendu le scrutin proportionnel aux communes de 500 habitants. Son rapporteur, le député Pascal Popelin, a toutefois rappelé que les avis étaient très partagés sur le niveau démographique à retenir, mais qu'un consensus se dégageant tout état de cause pour l'abaisser. Ensuite, s'inscrivant dans la voie ouverte par le Sénat, l'Assemblée nationale a généralisé l'obligation de déclarer sa candidature à toutes les communes, quel que soit le mode de scrutin applicable. Elle a en conséquence modifié le régime encadrant l'élection municipale dans les communes relevant du scrutin majoritaire et adapté la situation d'une personne élue le même jour dans plusieurs communes, laquelle serait déchue de plein droit de l'ensemble de ses mandats municipaux. Elle a précisé les mesures de publicité des candidatures. L'article 25 bis réintègre le contentieux municipal dans le droit commun, à l'instar de l'article 10 pour les élections départementales, en supprimant l'exception spécifique au principe de l'effet suspensif de l'appel au Conseil d'État. Enfin, l'article 18 bis diminue de 2 unités l'effectif des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, en conservant parallèlement le même nombre d'électeurs sénatoriaux que celui aujourd'hui en vigueur. Les députés ont donc largement poursuivi la voie ouverte par le Sénat. L'Assemblée nationale a ajusté le volet intercommunal.
Elle a tout d'abord qualifié les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de conseillers intercommunal, appellation qui lui paraît plus conforme à leur nouveau régime de désignation au suffrage universel. L'Assemblée nationale a également organisé les conséquences d'une suppression, d'une dissolution ou de l'annulation de l'élection d'un conseil municipal sur la composition et le fonctionnement de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée, en prorogeant le mandat de ses délégués jusqu'à l'élection suivante. L'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats dans le cadre du scrutin proportionnel municipal n'entraînerait l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles, alors remplacés par leurs suivants de liste, n'exerçant pas de mandat intercommunal. Les modalités d'attribution des sièges aux sections électorales de moins de 1 000 habitants, qui correspond à une commune associée, loi Marcellin, ou à une commune déléguée, loi de 2010, ont été remaniées au profit du maire délégué, puis des conseillers municipaux de la section dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus. Par ailleurs, au cas où, par le jeu de la proportionnelle, une section n'obtiendrait aucun siège, les sections électorales de la commune seraient supprimées. Cependant, dans les communes de plus de 500 habitants, le territoire de chacune d'entre elles serait alors institué en communes déléguées soumises au régime rénové des communes nouvelles par la loi du 16 décembre 2010. Je ne peux pas dire que le Sénat va suivre l'Assemblée nationale sur chacun de ces points. Le tableau de la municipalité, aujourd'hui de nature réglementaire, est légalisé en raison de son intervention dans l'attribution des sièges de conseillers communautaires. Les inéligibilités frappant le mandat municipal ont été complétées pour y intégrer les emplois de direction au sein des services d'un EPCI à fiscalité propre. Par ailleurs, le régime d'incompatibilité entourant le mandat de conseiller intercommunal a été étendu à l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'EPCI ou de ses communes membres. Enfin, de nouvelles retouches aux règles de composition des conseils communautaires ont été apportées. L'article 20 quinquies repousse de 2 mois la date limite fixée aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour parvenir à un accord sur la répartition des sièges au sein du Conseil de l'intercommunalité. Le mandat des délégués des EPCI à fiscalité propre qui fusionneront au 1er janvier 2014 est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'intercommunalité issue de la fusion dans sa composition résultant des élections de mars 2014. Cependant, durant la période transitoire, un exécutif collégial composé des présidents des établissements fusionnés gérerait les affaires courantes et urgentes. L'article 20 octies propose d'élire au suffrage universel direct les membres du comité d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de lui étendre les règles entourant la composition des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. L'Assemblée nationale a enfin adopté plusieurs mesures ponctuelles qui ne sont pas toutes de nature électorale. L'article 19 bis opère dans le régime du cumul des députés européens une coordination analogue à celle effectuée pour les parlementaires nationaux par l'article 1er A du projet de loi organique. Il aligne donc le mandat municipal visé par l'incompatibilité sur le nouveau seuil d'application du scrutin municipal proportionnel. Prolongeant l'initiative sénatoriale, l'article 20 ter modifie le régime de l'écrêtement indemnitaire en prévoyant le reversement de l'écrêtement au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu concerné exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. Ce dispositif a été étendu aux membres des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'article 2 ter du projet de loi organique. L'article 21A règle le sort des indemnités attachées au mandat de l'élu en situation d'incompatibilité pendant la période du droit d'option qui lui est ouvert pour régulariser sa situation. Tant que celle-ci ne sera pas réglée, l'élu ne percevrait aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. L'article 21B réaffirme le droit en interdisant le versement des indemnités perçues par les élus aux partis politiques ou aux candidats par le biais de leur collectivité. L'article 20 septies prévoit une double dérogation aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération, mais à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation du présent projet de loi. Tout en approuvant différentes novations votées par les députés, la commission des lois a maintenu sa position de première lecture sur les principaux fondements du texte, tout en adoptant des modifications substantielles. Elle a aussi supprimé certains ajouts de l'Assemblée nationale, soit parce qu'ils soulèvent des difficultés, soit parce qu'ils excèdent l'objet du présent texte. Sur le volet départemental, la commission des lois a adopté, outre des amendements rédactionnels,
Plusieurs modifications, certaines d'entre elles ayant déjà été votées en première lecture. Ainsi, à l'article 5, la Commission a rétabli le principe selon lequel, en cas d'égalité des suffrages entre deux binômes, l'élection est acquise à celui comportant le candidat le plus jeune. Le même critère a été retenu pour l'attribution de sièges en cas d'égalité des suffrages au scrutin majoritaire. Elle a abrogé l'article 7, l'article L209 du Code électoral relatif à la domiciliation des conseillers départementaux et à ses conséquences lorsque les conseillers non domiciliés dans un département représentent plus du quart des membres du Conseil. Elle a également adopté le principe selon lequel seuls deux binômes de candidats arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour lors des élections départementales, mais là-dessus aussi, les choses ont évolué. De même, à l'article 9, la Commission a prévu l'organisation d'une élection partielle en cas de vacance d'un siège de conseiller départemental dans un canton. S'agissant de l'article 23, la Commission a introduit plusieurs modifications. Elle a élargi le second critère régissant le remodelage de la carte cantonale. Toute commune dont la population serait inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ne pourrait être répartie entre plusieurs cantons. Elle a également relevé l'écart entre la population d'un canton et la population moyenne des cantons du même département de 20% à 30%. Enfin, elle a précisé les dérogations aux principes régissant le redécoupage de la carte cantonale qui serait défini par un décret en Conseil d'État. Sur le volet communal, la Commission des lois a rétabli le seuil de 1000 habitants pour l'application du scrutin municipal proportionnel qui lui paraît l'étiage le mieux ajusté au regard de la diversité et des spécificités communales. Sur le volet intercommunal, la Commission a tout d'abord choisi de qualifier les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de conseillers communautaires. Cette appellation lui paraît mieux refléter les coopératives de projets qu'ils constituent, selon l'expression pertinente du père de la loi du 12 juillet 1999, notre collègue Jean-Pierre Chevènement. Puis elle a supprimé le lien de dépendance du mandat municipal ou d'arrondissement au sort du mandat intercommunal établi par les députés. La Commission des lois a rétabli l'assouplissement des modalités du fléchage sur les listes des candidats au conseil communautaire dans les communes de 1000 habitants et plus. Elle a repris, en matière de sectionnement électoral, le mécanisme voté par le Sénat en première lecture lorsqu'une section électorale ne se verrait attribuer aucun siège à l'intercommunalité. L'élection des conseillers communautaires aurait alors lieu sur l'ensemble du périmètre communal, comme s'il n'y avait pas de section, afin de respecter le principe de l'égalité des suffrages. La Commission a simplifié, dans les communes régies par le scrutin majoritaire, le régime des vacances au Conseil de l'intercommunalité, qui serait pourvu dans l'ordre du tableau de la municipalité, quel que soit son motif. Elle a confié à l'exécutif de l'EPCI à fiscalité propre, résultant d'une fusion d'établissements au 1er janvier 2014, durant la période transitoire s'étendant jusqu'à l'élection de son organe délibérant au mois de mars suivant, aux plus âgés des présidents des EPCI ayant fusionné, comme le prévoit déjà le Code général des collectivités territoriales pour le droit commun des fusions. Elle a maintenu le dispositif en vigueur pour régler la composition de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de fusion ou d'extension de leur périmètre. Elle a écarté l'extension du régime de composition et de désignation des EPCI à fiscalité propre aux syndicats d'agglomération nouvelle qui constitue une structure de gestion d'une opération d'urbanisme et est appelée à disparaître à l'achèvement des travaux d'aménagement. Elle a supprimé la dérogation expérimentale aux critères démographiques de création d'une communauté d'agglomération, considérée que cette disposition excédait l'objet du présent texte, ainsi que l'application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, soit parce que la législation relative à l'intercommunalité ne s'y applique pas, soit parce qu'elle prévoit des spécificités. Enfin, la Commission a fixé l'entrée en vigueur de la réforme de l'écrêtement indemnitaire à la date du renouvellement de la collectivité concernée afin d'en faciliter la mise en œuvre. La réforme, à nouveau soumise à notre examen, renforcera la légitimité des élus à travers les novations proposées dont je ne mésestime pas l'ampleur. En adaptant la loi aux évolutions de la gestion locale, elle permettra aussi une plus grande diversité de la composition des assemblées délibérantes. En conséquence, la Commission des lois soumet à la délibération du Sénat le texte qu'elle a établi pour le projet de loi organique et le projet de loi. Avec le président Jean-Pierre Sueur et la plupart des membres de la Commission des lois, nous souhaitons, Monsieur le Ministre,
apporter notre pierre à l'édification de la loi qui nous concerne aujourd'hui, sans rien ignorer de nos convictions profondes, sans les sous-estimer. Nous avons souhaité travailler avec une volonté constructive certaine. Il convient aujourd'hui de franchir une dernière étape qui peut être essentielle pour le Sénat dans son rôle de représentant des collectivités territoriales. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à monsieur Jean-Jacques Hyest pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 26 février dernier, une très courte majorité à l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux, dans une version quand même très proche de celle du projet initial du gouvernement, alors que le Sénat, Monsieur le Ministre, vous en souvenez, avait rejeté en première lecture le dit projet de loi, faute d'avoir pu dégager une majorité sur un point essentiel, à savoir la création du binôme pour le nouveau conseiller départemental. En vue d'assurer à la fois la parité absolue, sans renoncer au scrutin majoritaire, quadrature du cercle, vous avez créé une forme bancale, baroque, inconnue sur la planète, et pourtant, on croyait avoir tout essayé en matière de mode de scrutin. Eh bien, vous pourrez ajouter, Monsieur le Ministre, on connaissait le système dont on a connu des... Et il y aura le système Valls. Nos concitoyens n'y comprennent strictement rien, d'ailleurs. Oui, mais c'est une manière, oui. Quand on fera du droit électoral, il y aura le système Valls. Donc, alors, en dehors du fait que l'on aboutit vite à des contradictions, par exemple du fait de la non-possibilité de réélection d'un membre du binôme en cas de vacance définitive de l'un des sièges. Comment, dans ce cas, réserver l'élection à un homme ou à une femme? Et alors que vous prétendez au maintien du caractère de proximité du conseiller général, alors que la représentation des territoires ruraux, auxquels beaucoup d'élus sont très attachés, et si j'ai bien compris, sur tous les bancs de notre Assemblée, eh bien, ils disparaîtront presque complètement. Alors, les cantons sont si vastes, désormais 2 élus y siégeront, dont la solidarité ne durera que le temps de l'élection. Est-ce que... Mais si, c'est ça. Certes, Monsieur le Ministre, certes, la configuration... Vous verrez quand vous aurez à désigner vos candidats. On verra. Bon. Certes, la configuration démographique des départements n'est pas homogène, mais si l'on s'en tient purement, et même avec un correctif de 20%, aux seuls critères démographiques, dans beaucoup de cas, la très grande majorité des élus départementaux ne représentera plus que les grandes villes ou les métropoles, le secteur rural ou périurbain étant abandonné. Si je puis me permettre, mes chers collègues, on a un exemple. On aboutira au même défaut que pour les conseils régionaux, où le scrutin de liste favorise, à l'évidence, les représentants des secteurs urbains, quand ce n'est pas ceux des appareils politiques locaux d'ailleurs. C'est assez dire qu'après avoir entendu ce que nous avons entendu sur les défauts du conseiller territorial, et Monsieur le Ministre, je vous ai encore entendu ce soir, qui était, et pourtant à mes yeux, une tentative courageuse de simplifier l'enchevêtrement des compétences et des responsabilités des départements et des régions. Je l'ai voté, je l'assume. Beaucoup. Vous l'avez combattu, d'accord, mais vous allez voir dans quel guêpier vous allez vous mettre. Beaucoup d'élus vont s'apercevoir que la solution qui est proposée n'est pas la bonne. Et si elle était si merveilleuse, pourquoi ne pas l'appliquer aux députés? Ça serait intéressant. Alors là, on innoverait complètement. Mais là, je pense que personne ne va se livrer à ça. Alors, il n'en demeure pas moins, Monsieur le Ministre, que le réalisme
puisque l'Assemblée nationale a voté cette disposition et le votera en deuxième lecture. Nous contraint à essayer d'en limiter les défauts, à savoir principalement d'augmenter la marge permettant une meilleure représentation des territoires. Vous l'avez dit, on peut nous objecter que le Conseil d'État a donné un avis sur cette question. D'ailleurs, c'est normal, comme d'habitude, on n'a jamais l'avis du Conseil d'État, sauf quand on est dans l'opposition, vous le savez bien. On finit toujours par l'avoir, c'est comme ça. Bon. Et se référant à la norme fixée par le Conseil constitutionnel pour le découpage des circonscriptions législatives. Mais il nous semble que la comparaison n'est pas impérieuse. S'agissant d'élire des gestionnaires locaux des départements, et qui doivent être certes élus sur une base essentiellement démographique, sans négliger la représentation des territoires. Et cette position, qui a été celle à 2 reprises de la Commission des lois, serait valable même sans binôme, puisqu'en tout état de cause, la carte cantonale devait faire l'objet d'une refonte pour éviter les disparités qu'au fil des décennies, et même des siècles, les mutations démographiques ont créées. Si nous désapprouvons le report des élections régionales, qui n'ont à nos yeux aucun motif d'intérêt général, et j'ai entendu dire que ça serait tellement bien de faire les cantonales en même temps que les régionales, parce que ça donnerait plus de puissance. Parce que vous pensez vraiment que mélanger les deux, ça éclaircit le débat et les gens s'y retrouvent? On a déjà connu ça, on n'a plus parlé du tout des départements. Si c'est un début qu'on poursuit, on va finir par y arriver. Alors, nous ne comprenons pas bien l'intérêt, de toute façon, sauf à susciter de nombreuses triangulaires, de ramener le seuil pour être présent au second tour à 10% des électeurs inscrits. Et là, comme pour le cas précédent, nous verrons quel accueil sera réservé à nos amendements. La commission des lois ayant persisté au premier comme au deuxième tour dans sa volonté d'éviter ces triangulaires. Sur le volet communal, et comme le Sénat l'avait prévu en première lecture, la diminution du nombre de conseillers municipaux pour les communes de moins de 100 habitants, mais ce n'est peut-être pas indispensable en définitive, pourrait paraître pertinent. C'est vrai qu'on connaît des communes de 30 habitants, pour trouver 9 personnes, ce n'est pas si facile que ça. Et quelquefois, il y a 80 personnes, mais il y a 50 électeurs. Et donc, c'est quand même pas si facile. Mais je crois que c'est secondaire. Mais l'étendre à toutes les communes de moins de 3 500 habitants, alors qu'il y a quelques années, l'inverse avait été opéré, a suscité beaucoup de réserves de la part des élus locaux, et la Commission, d'ailleurs, a dit « ne changeons rien dans ce domaine ». Concernant le seuil à partir duquel les conseils municipaux seraient élus au scrutin de liste, on peut comprendre les points de vue différents. Et c'est vrai que les points de vue exprimés ont été extrêmement différents. Et même si nous souhaitions, et nous souhaitons, parce qu'on déposera l'amendement, fixer ce seuil à 1 500 habitants, il faut rappeler que l'Association des maires de France s'était ralliée au seuil de 1 000 habitants, ce qui conforte d'ailleurs le résultat de la consultation des élus lors des États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat. Monsieur le Président, vous conviendrez qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main l'opinion des élus exprimée majoritairement à cette occasion. Quand même. Parce que si ça n'a servi à rien, les États généraux, il faut nous le dire. Et comme je pense... Mais non, mais justement, je pense que je serai soutenu par le président du Sénat sur ce point. Voilà. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que nous avons voté la loi organique en première lecture, justement en raison de la fixation du seuil à 1 000 habitants. Reste enfin un point important du débat. Je sens poindre, ne serait-ce que par le terme de conseiller communautaire, un mouvement récurrent visant progressivement à effacer la commune au profit de l'intercommunalité, ou plutôt d'une supracommunalité prônée par quelques experts qui ne se rendent pas compte de la richesse de la démocratie locale
grâce à ses 36 000 maires et à ses 500 000 élus bénévoles. Les mêmes souhaitent aussi l'effacement du département. Mais nous aurons à discuter de tout cela lors des débats sur le projet de décentralisation qu'on nous promet et qui ne sera pas triste, me semble-t-il. Notre groupe, j'ai oublié quoi? Ben justement, on avait opté pour le département en faisant de la région une sorte d'interdépartementalité. Interdépartementalité, veuillez m'excuser. Si vous n'aviez pas compris ce qu'on a essayé de faire, c'est bien dommage. Notre groupe soutient, comme en première lecture, l'article 20 dans la rédaction de la commission des lois, en laissant une certaine souplesse à la désignation des délégués des communes dans les intercommunalités. C'est aussi un point très important. Monsieur le ministre, au seuil de ce débat, et comme nous sommes soucieux de la responsabilité du Sénat comme représentant des collectivités locales, nous ne pouvons, vous le savez bien, renoncer à notre opposition à ce qui fait le cœur du projet. Mais marquer les points de consensus auxquels nous pouvons parvenir, c'est la démarche du groupe UMP du Sénat. Comment ? Monsieur, ne commencez pas à m'insulter, monsieur, je vais être autrement beaucoup plus désagréable. Écoutez un peu les autres au lieu de toujours hurler. Enfin, si vous ne savez faire que ça, c'est bien dommage. Pardon. Allez. Nous ne sommes pas naïfs, monsieur le ministre. Ah, j'ai fait de l'arrosage, pardon. Oh là là. Nous ne sommes pas naïfs au point de croire que le gouvernement n'a aucune intention électoraliste. Mais nous verrons bien, à l'issue de nos débats, si la position du Sénat sera confortée sur certains points, ce qui serait de toute façon un bénéfice pour la démocratie locale. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un peu mouillé, mais bon. Ça rafraîchit, je ne sais pas si c'est nécessaire aujourd'hui d'être rafraîchi, à vrai dire. Lors de la première lecture de ce texte, Monsieur le Ministre, je commençais mon intervention générale de mémoire en notant le peu de délai que nous avions pour étudier le projet de loi. Je rappelle que nous avions commencé ces débats avant même que notre commission n'ait étudié les amendements déposés. Et je dois dire que pour la deuxième lecture, tout ceci ne s'est pas franchement amélioré. Les amendements en commission devaient être déposés avant même que le texte ne soit adopté par l'Assemblée nationale, avant même qu'il ne soit officiellement transmis à notre Haute Assemblée, et notre commission des lois a terminé l'examen des amendements dits extérieurs il y a simplement, allez, non, peut-être pas quelques instants, mais à peine 2 heures. Si le président du groupe majoritaire déclarait à la presse il y a peu de temps qu'il serait temps que les parlementaires soient respectés par le gouvernement, nous sommes là dans des conditions d'examen d'un texte pour le moins très limites au regard du droit. Certes, Monsieur le Ministre, nous avons bien compris que vous vouliez aller vite, mais vous voulez aller vite sans vraiment prendre le temps d'écouter celles et ceux qui, à l'instar des élus de mon groupe, sont pourtant animés, s'agissant de ces textes, d'un esprit constructif, je crois l'avoir dit précisément au moment de la première lecture. Je voudrais rappeler qu'au cours de nos débats, je vous avais dit notre accord sur un certain nombre d'articles. Nous n'avons pas changé d'avis.
Sur nos points de désaccord, je leur ai dit, nous avons fait des propositions. Au final, nous nous sommes abstenus sur ce texte afin, disions-nous, de permettre au dialogue de se nouer dans le cadre de la navette. Mais force est de constater qu'il n'en a rien été. Alors, comme nous sommes têtus, nous restons disponibles pour qu'un accord puisse intervenir, en particulier sur le mode de scrutin des futurs conseillers départementaux. Alors, sur ce point, nous avons eu un petit échange. Vous connaissez notre attachement de principe au scrutin proportionnel, qui est le seul permettant une représentation démocratique respectueuse des différents courants de pensée qui traversent notre République. Je rappelais, donc il y a à peine un mois, de cette tribune qu'il s'agissait même d'un principe traditionnellement soutenu par l'ensemble de la gauche. Alors, quel a été notre étonnement de vous entendre dire au cours de nos débats, ici, que ce mode de scrutin ne faisait pas partie de notre culture. Notre, la gauche. Alors qu'il est en place dans 2 scrutins... Oui, s'il te plaît, David. Alors qu'il est en place dans 2 scrutins locaux sur 3 et dans certains départements pour l'élection des sénateurs. Alors nous sommes heureux de vous avoir entendu rappeler devant l'Assemblée nationale l'attachement de la gauche à ce mode de scrutin. Alors, bon, il faut vous suivre. Ça, c'est une évidence. Mais comme pour ma part, je regarde, j'écoute, mais surtout j'entends, j'ai entendu, donc il ne reste qu'à le mettre en place. Dans une récente étude réalisée auprès des délégués intercommunaux, le soutien à ce mode de scrutin est largement plus important que celui en faveur de ce binôme que vous continuez pourtant à soutenir. Même nos débats de première lecture ont montré que ce mode de scrutin progressait dans l'opinion jusque dans cet hémicycle. En effet, de nombreux amendements de gauche, comme de droite d'ailleurs, proposaient différentes formes de mise en œuvre de la proportionnelle. Si nous faisions alors le total des sénatrices et des sénateurs proposant une forme de proportionnelle, il n'est pas sûr qu'il ne soit majoritaire au Sénat. Certes, les différents modes proposés divergent sur de nombreux points, mais il nous semble que les parlementaires et les citoyens sont prêts à prendre en compte ce mode de représentation. Il était alors courageux d'affronter les interrogations légitimes et les opinions contraires en proposant, pour les conseillers départementaux, un nouveau mode de scrutin respectant le pluralisme et la parité, le binôme républicain indissociable auquel nous sommes très attachés. À ce propos, qu'il me soit permis ici de relever un argument souvent utilisé contre ce mode de scrutin à propos du soi-disant manque de lien avec les territoires et les citoyens lors d'un scrutin proportionnel. Si dans une commune, lors des élections municipales, chaque liste fait son possible pour que chaque quartier, chaque territoire qui la compose soit représenté parmi ses candidats, au niveau départemental, chacun sait bien qu'une liste de candidats aura l'impérieuse nécessité de faire de même si elle souhaite réunir sur son nom un nombre conséquent d'électeurs. Et je pense que l'on peut faire confiance au débat électoral pour mettre à l'index les listes qui n'agiraient pas ainsi. Enfin, si des élus n'arrivaient pas à enraciner leur action dans un territoire, leur réélection serait difficile. Aussi, la représentation des territoires est, nous semble-t-il, possible avec la proportionnelle. Qui plus est, je rappelle que nous avons fait une proposition de repli qui permettrait de maintenir un rattachement local. En effet, en instaurant une proportionnelle corrective, elle permettrait d'attribuer des sièges à des sensibilités n'ayant pas obtenu dans les cantons leur juste représentation et de rééquilibrer les écarts en termes de parité. Finalement, pour instaurer la proportionnelle ou en introduire une dose, il aurait fallu que le gouvernement le souhaite et, à l'évidence, ce n'est pas sa volonté. Vous avez préféré, Monsieur le ministre, vous donner l'objectif de renforcer le bipartisme dans la vie politique. Nous le regrettons, d'autant que chacun sait que s'il est vrai que la proposition de binôme assurera la parité, ça c'est indéniable, et vous savez là aussi combien
mon groupe est attaché à la parité, il n'en demeure pas moins que cette proposition fera reculer le pluralisme tout en ne permettant pas une réelle représentation des territoires. En effet, avec le double mouvement de la réforme nécessaire du périmètre des cantons que nous soutenons et de votre projet de binôme regroupant 2 cantons en un, ceux-ci seront dorénavant d'une telle taille que l'on ne pourra plus parler de proximité ni de lien véritable avec des territoires de vie identifiés et reconnus. Cela sera particulièrement ressenti dans les territoires ruraux. Peu à peu, les 2 conseillers territoriaux d'un même canton s'éloigneront de leurs électeurs dans une immense circonscription électorale regroupant parfois plusieurs dizaines de communes. Aussi, une nouvelle fois, nous vous demandons, Monsieur le ministre, si vous voulez bien m'écouter, de revoir votre proposition qui ferait du scrutin départemental un anachronisme démocratique dans notre pays. Toutes les autres élections locales permettent une répartition proportionnelle des sièges au sein de leur assemblée. L'élection des sénateurs se fait dans certains départements à la proportionnelle et il me semble que vous soutiendrez prochainement un projet de loi pour élargir encore ce mode de scrutin sénatorial. Enfin, suite à la commission Jospin, vous allez présenter devant nous un texte introduisant une part de proportionnalité. Monsieur Patriat, je ne savais pas que l'hémicycle servait aussi d'audition des parlementaires avec les ministres et leurs cabinets. S'il vous plaît. Je ne suis pas sûre que si je faisais la même chose, ce qui ne m'arrivera jamais, vous ne m'en voudriez pas. Donc, si la commission, suite à la commission Jospin, vous allez présenter devant nous un texte introduisant une part de proportionnelle pour l'élection des députés. Dans ce contexte, c'est ce qui a été dit, en tout cas ce que nous avons lu et entendu. Dans ce contexte, dans ce mouvement, pourrions-nous dire que vous allez initier en faveur de la proportionnelle votre, excusez-moi du propos, rigidité sur cette question pour le scrutin départemental? Tout ça me semble un peu inexplicable. Il vous faudra cependant vous en expliquer devant les élus locaux et les électeurs. Nous ne sommes pas sûrs qu'ils soient prêts à entendre des arguments finalement contradictoires. L'autre point de désaccord que nous avons concerne, et vous le savez aussi, le nouveau mode d'élection des délégués communautaires. Là aussi, mettant en œuvre les préconisations de la commission Balladur contenues dans la loi de Nicolas Sarkozy de 2010, votre proposition installe une rupture qui ne fera que s'élargir entre les communes et les intercommunalités. Certes, ce ne seront plus les conseils municipaux qui seront représentés au sein des assemblées délibérantes des intercommunalités, mais des conseillers élus au suffrage universel, appelés à gérer ces structures en toute indépendance, sans tenir compte des élus communaux devant lesquels ils n'auront plus de compte à rendre. Ce mode de scrutin est présenté comme une avancée démocratique car elle donne la parole directement au peuple. En fait, c'est un détournement démocratique car ce scrutin vise à faire disparaître la commune qui est la structure démocratique de base de notre République. Par ailleurs, elle met à mal à terme nos départements par la place toujours plus grande que les intercommunalités sont appelées à prendre en élargissant leur territoire et leurs compétences. Dans l'expression même de notre réalité politique locale, nous sommes passés de la commune au bloc communal. Demain, ce glissement sémantique deviendra le bloc local intégrant nos départements. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec les métropoles façon 2010 et cela le sera encore plus avec la future, je ne sais pas quand, loi de décentralisation que le gouvernement prépare pour on ne sait pas quand. De plus, vous l'avez reconnu devant nous et rappelé à l'Assemblée nationale, ce mode de scrutin n'est qu'une étape vers une élection totalement indépendante. Vous en fixez même le terme à 2020. Ce faisant, chacun le sait, il s'agit aussi du terme que vous fixez pour l'extinction des communes telles que nous les connaissons aujourd'hui.
Leur avenir sera de devenir un cadre administratif de base, un secteur d'une entité bien plus large. D'ailleurs, il faut vous reconnaître quand même, pour le coup, la clarté de vos propositions et, là encore, votre honnêteté. Dans le projet de décentralisation, vous ne parlez plus de coopération pour qualifier la relation entre les communes et les intercommunalités, mais bel et bien d'intégration. Ainsi, au lieu de nos 36 000 communes au pouvoir étendu, nous aurons 2500 collectivités territoriales de remplacement, les ayant finalement totalement intégrées. Certains parlementaires de votre majorité sont même pour accélérer ce mouvement. Nous aurons en débat un amendement de nos collègues écologistes allant dans ce sens. Nous nous souvenons même que notre président Sueur défendait un amendement de même type au cours de nos débats sur la réforme de 2010. C'est dire le désaccord que nous avons entre nous au sein de la gauche. Là aussi, c'est un constat. Mais sur ce point, vous êtes assurés d'avoir un vote très largement majoritaire dans notre Assemblée, puisque les sénateurs centristes et les sénateurs de droite sont favorables à cette mesure qui prolonge la loi de 2010. On ne peut pas leur reprocher une certaine cohérence. Nous continuons, mesdames et messieurs les élus de l'opposition, à demander l'abrogation de la loi de M. Sarkozy de 2010. Certes, nous sommes bien les seuls, à l'évidence, dans cet hémicycle, à défendre une telle proposition, mais nous savons que cet avis est partagé par un très grand nombre d'élus locaux. Chacun s'en souvient, souvent, sur cette base, que le basculement à gauche de notre Sénat s'est produit. D'ailleurs, cela a été confirmé et rappelé tout à l'heure par les États généraux de la démocratie territoriale que notre Assemblée a organisés. Et n'oublions pas le résultat du questionnaire auquel 20 000 élus ont répondu. Sur cette question du fléchage, ils étaient une large majorité à demander que l'élection des délégués communautaires continue à se faire dans chaque conseil municipal. Aussi, si nous avons soutenu cette initiative, c'était non seulement pour écouter les élus, mais surtout pour qu'ils soient entendus. Or, sur cette question, notre Sénat s'apprête à rester sourd à leur demande, pas nous. Enfin, je termine mon intervention en réaffirmant notre attachement, comme le demandaient aussi les élus locaux dans ce questionnaire, à l'abaissement du seuil installant le mode de scrutin de liste aux élections municipales. Si nous sommes favorables à ce type d'élection dans toutes les communes, nous sommes prêts à soutenir toutes les avancées qui augmenteraient le nombre de communes qui y seraient assujetties. En première lecture, nous nous souvenons que le seuil de 500 habitants que nous proposions a failli être adopté. L'Assemblée nationale a retenu cette proposition, mais notre commission a décidé de revenir à 1000. Alors que de très nombreuses voix s'élèvent en faveur d'un abaissement de seuil significatif, pourquoi cette frilosité de la Chambre représentant les collectivités locales? Pourquoi n'entend-elle pas cet appel à la fin du tir au pigeon qui est devenu le mode d'élection dans les plus petites communes, qui ne fait que décourager bon nombre d'élus et raréfier les candidats potentiels aux fonctions électives locales? Donc nous espérons que dans sa grande sagesse, notre Sénat rétablira le texte adopté par l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment sur cette note d'optimiste que je terminerai mon propos, nous apprêtant quand même à ne pas soutenir votre texte, Monsieur le Ministre, sauf coup de théâtre. Nos désaccords étant profonds sur 2 points essentiels de ce projet. Et sincèrement, compte tenu que notre abstention, d'ouverture au dialogue en première lecture, et je crois me rappeler que j'ai non seulement ouvert les portes, mais j'ai ouvert aussi les fenêtres et la porte de la cave, mais visiblement, cela n'a pas été suivi d'effet. Donc, ce faisant, nous ne pourrons que voter contre ce projet de loi. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Léonce Dupont, du groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un hebdomadaire de cette semaine titre un bref article « Les Hollandais ne pensent qu'à ça ».
les soutiens de François Hollande préparent déjà son second mandat. Quelques 300 personnes, dont une dizaine de ministres, se sont réunies à l'Assemblée nationale dans ce but et un député socialiste d'expliquer, je le cite, « L'objectif est clair, c'est la réélection de François Hollande en 2017 ». Lors de la première lecture du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral, bon nombre de parlementaires ont dénoncé un texte élaboré à partir de calculs politiciens visant à limiter d'éventuelles déroutes électorales lors des prochaines élections locales, mais qui sera destructeur pour l'équilibre entre les territoires urbains et les territoires ruraux. À l'aune de l'objectif aussi nettement affiché, à peine 9 mois après l'élection en question, permettez-moi de renouveler ces interrogations et inquiétudes quant à la conception de l'intérêt général du gouvernement qui fait croire aux élus à une grande consultation-concertation sur une réforme territoriale, mais présente au Parlement des projets de loi répondant aux intérêts d'un seul parti. Sur le fond du texte examiné aujourd'hui, je comprends la nécessité de tenir compte des évolutions démographiques et donc de réduire l'écart de population entre les cantons, car la carte communale de certains départements, ce n'est pas le cas du Calvados, n'a pas été revue depuis fort longtemps. Je reconnais aussi que le changement de dénomination de l'institution et des élus, respectivement au conseil départemental et conseiller départemental, seront plus explicites pour nos concitoyens. J'approuve également le principe de renouvellement complet du futur conseil départemental tous les 6 ans, mais je suis particulièrement inquiet des conséquences du redécoupage de la carte électorale tel qu'envisagé par le gouvernement et du mode de scrutin retenu. L'article 2 du projet de loi prévoit un nouveau mode de scrutin aux élections cantonales, bientôt départementales. Les candidats se présenteront en binôme, un homme, une femme, au scrutin majoritaire à 2 tours, dans un canton redécoupé, une femme, un homme, bien entendu. Je dois admettre que le mode de scrutin proposé est créatif, mais d'une créativité, je dirais, similaire à celle à l'origine des 35 heures, celle que personne ne nous envie, celle que personne ne copie. Même notre rapporteur soulignait dans son rapport de première lecture que ce nouveau mode de scrutin binominal ne dispose d'aucun équivalent dans les scrutins électoraux applicables dans d'autres pays. Mes inquiétudes quant à cette réforme ne portent pas sur l'affichage d'une nouvelle exception française, mais aux conséquences du système envisagé. Sous couvert d'améliorer la parité des élus départementaux, un binôme mixte, solidaire pendant la campagne électorale, puis indépendant une fois élu, a été imaginé. J'ai les plus vives interrogations quant au fonctionnement, à l'entente efficace dans la durée, pour le canton et sa population, de ce fameux couple imposé. Je formule plutôt des craintes quant au développement d'une compétition entre eux. Plus grave seront les ruptures et fractures entre territoires. Jusqu'à présent, un fragile équilibre existe entre la représentation de la population avec les élections législatives et régionales et la représentation des territoires avec les cantonales et les sénatoriales. Si demain, on applique le nouveau mode de scrutin avec le redécoupage annoncé de la carte cantonale, c'est inévitablement un basculement qui va s'opérer avec un affaiblissement important de la représentation des territoires ruraux et un travail du futur conseiller départemental entre celui qui représentera un quartier de ville et celui qui représentera entre 60 et 100 communes rurales. Rien que le repas des anciens, je vous donne beaucoup de courage. Ainsi, dans le Calvados, pour atteindre uniformément la moyenne départementale requise, les cantons redécoupés devront réunir 3 ou 4 cantons ruraux actuels. C'est le rôle de péréquation du Conseil général dans l'aménagement du territoire qui sera mis à mal. Vous le savez tous, le Conseil général est le premier partenaire des communes et des communautés de communes. Il est également présent dans chaque canton auprès des TPE et du monde agricole.
Nos territoires ne constituent pas seulement un nombre équivalent d'individus et de familles, ce sont des espaces de vie avec leur histoire, leur géographie, leurs spécificités, leurs activités différenciées, qu'elles soient économiques ou liées à la préservation de la ruralité et de l'environnement. Elles constituent également un maillage de villes et de villages où les problèmes et les projets de développement ne peuvent se réduire à une simple approche arithmétique. C'est pourquoi, afin de maintenir une représentation optimale des territoires, sans retenir comme unique critère une approche arithmétique, je suis partisan, comme mon collègue Hervé Maurey, dont j'ai cosigné les amendements en ce sens, d'un mode de scrutin mixte, combinant le recours au scrutin majoritaire dans les zones rurales et l'instauration d'un scrutin proportionnel à un tour avec prime majoritaire dans les zones urbaines. Un tel dispositif, combiné avec un redécoupage des cantons qui respecterait autant que possible les périmètres des intercommunalités, afin d'assurer une cohérence territoriale, garantirait le respect des territoires ruraux et la juste représentation des territoires urbains. En outre, il assurerait la nécessité émergence de majorités stables au sein des assemblées départementales et le respect de la parité. À défaut de retenir un tel mode de scrutin mixte, je dois reconnaître deux avancées significatives du volet départemental du texte tel qu'adopté par les députés, qui traduisent une évolution dans la prise de conscience, la prise en compte de la cohérence territoriale. Premièrement, le nouvel article 1 bis, voté à l'initiative du groupe UDI de l'Assemblée nationale, qui précise dans le Code général des collectivités territoriales que le Conseil général représente la population et les territoires qui la composent. Est ainsi réaffirmé le rôle du département comme garant de la solidarité sociale et de la solidarité territoriale. Et j'en conclus que tout projet de redécoupage devra prendre en compte non seulement la démographie, mais également la représentation des territoires du département. Je me réjouis que la commission des lois propose d'adopter cette disposition sans modification. Deuxièmement, à l'article 23 relatif aux principes encadrant la procédure de remodelage de la carte cantonale, les députés ont élargi les dérogations possibles afin qu'il puisse être tenu compte des considérations géographiques de répartition de la population sur le territoire, d'aménagement du territoire ou pour d'autres impératifs d'intérêt général. J'espère que le Sénat poursuivra en ce sens, prenant mieux en compte les zones à faible densité de population, mais également à cohérence territoriale. L'ancrage territorial des élus au sein de leur circonscription, à l'origine d'un lien de proximité entre ces derniers et leurs électeurs, sont ainsi moins mis à mal que dans le projet de loi initial. Au final, je demeure, vous l'avez compris, opposé à ce texte lourd de conséquences pour les territoires et je désapprouve les calculs politiciens qui sous-tendent actuellement les textes modifiant le droit électoral. Redécoupage de la carte électorale, modification du mode de scrutin cantonal à 1 an des élections, modification du calendrier électoral, abaissement du seuil de maintien au second tour des binômes, multipliant ainsi les risques de triangulaire, modification à venir du mode de scrutin sénatorial. Tout cela sont autant d'éléments qui me font craindre que les seules motivations du gouvernement sont électoralistes et non liées à l'intérêt général et au meilleur fonctionnement de notre démocratie. Merci. La parole est à présent à Monsieur le Président Jacques Mézard pour le groupe RDSE. Je peux monter le truc. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le texte relatif à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et des délégués communautaires nous revient de l'Assemblée nationale. Un peu comme une rose dont la tige est plus chargée d'épines que le texte initial du gouvernement. Ce n'est point une surprise. À l'activisme des députés s'est ajouté, et cela nous concerne, le fait que le Sénat, en ne votant pas l'article 2, nous l'avions voté, avait pris le risque d'écarter un débat qui avait tout son sens dans la Haute Assemblée
à laquelle, faut-il le rappeler, l'article 24 de la Constitution donne mission de représenter encore pour l'instant les collectivités territoriales. On ne peut reprocher au ministre de l'Intérieur d'avoir initié un projet de loi relatif aux élections départementales et municipales. C'était une obligation découlant, premièrement, de ce que le conseiller territorial avait été créé par la loi et que la nouvelle majorité s'était engagée à le supprimer, d'ailleurs avec le soulagement implicite de nombre d'élus de l'ancienne majorité. Et deuxièmement, parce que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel indiquaient fermement que les déséquilibres démographiques entre cantons devaient être impérativement modifiés. L'enterrement du conseiller territorial fut célébré dans la joie. La naissance du conseiller départemental est vécue dans l'inquiétude et l'incompréhension due à l'arrivée inopinée de deux faux jumeaux de sexe opposé. Il fallait donc imaginer et construire un nouveau dispositif en respectant des équilibres démographiques tout en tenant compte de la réalité et de la diversité des territoires et en intégrant l'objectif de parité. Très simplement, cela ressemble un peu à la quadrature du cercle. La solution la plus simple, celle qui aurait généré le moins de remous et qui aurait eu notre préférence, eût été, en conservant le système électoral actuel, de remodeler les cantons pour remédier aux déséquilibres démographiques. J'entends votre objection. Cela ne solutionnerait pas la question de la parité, laquelle n'évoluerait que lentement malgré la mise en place des remplaçants des conseillers généraux. C'est une objection recevable, même si la recherche mathématique et systématique de la parité aboutit parfois à des solutions peu raisonnables. On vient de vivre la séquence du binôme dans la présidence des groupes parlementaires, avec l'issue que l'on connaît. À quand le binôme à la présidence de la République? La solution de l'élection départementale à la proportionnelle avait été envisagée. Vous l'avez écartée, Monsieur le ministre, et nous vous en remercions. Car si la proportionnelle permet de résoudre positivement la question de la parité, elle présente des défauts considérables à nos yeux. Le premier étant de couper le lien entre l'élu et le territoire, ce qui est pour nous un élément essentiel de la vie démocratique. Le système est évidemment désiré ardemment par les militants et professionnels de la politique, les futurs élus étant choisis dans les sections des partis dans des conditions que l'on connaît trop. De fait, avec un tel système, les électeurs choisiraient la tête de liste, futur président du conseil départemental, et non les suivants de liste. Vous en avez un exemple pratique avec les conseils régionaux. Les électeurs connaissent et choisissent le président du conseil régional. Mais dans les départements, ils ignorent totalement le nom et même l'existence des conseillers régionaux. Les exécutifs fonctionnent avec une majorité stable, c'est vrai, mais est-ce une bonne illustration de la représentation démographique? Je n'en rajouterai pas une couche avec les circonscriptions des députés européens, caricature s'il en est de l'expression démocratique et de la confiscation du pouvoir par des apparatchiks de quelques partis que l'on ne revoit jamais dans les circonscriptions après l'élection. Monsieur le ministre, la proportionnelle aurait pu être retenue uniquement dans les zones très urbaines. Il y a bien pour l'élection sénatoriale deux modes de scrutin différents à étiage flottant, selon le pouvoir en place. Vous auriez conservé le scrutin actuel hors zone urbaine. En fait, cela avait un inconvénient politique pour le parti majoritaire. C'est vrai. En général, on préfère partager le bien des autres que le sien. Après avoir éliminé le système actuel et la proportionnelle départementale, il fallait trouver un autre système. Le binôme s'est imposé soudainement, présenté comme le moins mauvais des systèmes, sans d'ailleurs que l'on identifie le vrai père ou la vraie mère du dit système. C'est un peu comme le conseiller territorial, cela soulève tellement d'enthousiasme qu'aucun doigt ne se lève pour revendiquer l'idée géniale. Ce qui est regrettable, c'est d'avoir considéré, sans une véritable concertation préalable, j'entends par concertation
non un aimable entretien d'information, mais de réunion de travail, que c'était le seul système possible. Notre collègue Pierre-Yves Collombat a démontré par ses propositions sur un scrutin proportionnel calé sur les intercommunalités que l'on pouvait conjuguer représentation du territoire et parité. Cela, en tout cas, méritait d'être étudié. Le binôme va passer en force à l'Assemblée nationale. Des voix de députés, grandes et petites, l'ont proclamé dans un garde-à-vous impressionnant, signature de la Ve République. De ce côté-là, vous avez fait fort pendant longtemps. Le système du binôme n'existe dans aucun autre pays du monde. La France innove, donne l'exemple et à ce moment, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler cette phrase de Jean-François Revel. Depuis que la France rayonne, je me demande comment le monde entier n'est pas mort d'insolation. Mais puisque le binôme va illuminer notre démocratie, Monsieur le ministre, ne soyez pas sourds aux messages qui remontent de nos territoires, aux petites voix de nos petits territoires trop méconnus dans les visions de l'Île-de-France. Sur le principe, nous ne sommes toujours pas convaincus de la constitutionnalité du scrutin binominal, de la soustraction au principe de l'individualisation de l'égalité de représentation. Peut-on concevoir une individualisation binominale? Nous ne sommes toujours pas convaincus du choix de la procédure réglementaire sur le découpage des cantons, car il nous semble que s'agissant d'une modification générale de circonscription électorale, cela relèverait plutôt de la procédure législative. Surtout, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi est ressenti dans nos départements qualifiés de ruraux comme un facteur supplémentaire de déséquilibre territorial, de fracture territoriale, à l'intérieur même de nos départements. Quand vous rajoutez couche après couche les questions de péréquation départementale lamentablement dévoyées par le vote du 16 décembre à l'Assemblée nationale, de cartes scolaires, d'avenir ou non des sous-préfectures, de retrait des services de l'État, aggravé par une RGPP aveugle, chers collègues de l'opposition. Vous devez comprendre, Monsieur le ministre, que la création d'immenses cantons ruraux regroupant un nombre considérable de communes, avec la disparition de nombreux chefs-lieux de canton. Évidemment, à Paris, les chefs-lieux de canton, on ne sait pas ce que c'est. Ce qui entraînera des conséquences malgré les propos rassurants du rapport. Cela inquiète, cela angoisse nombre d'élus locaux, pas seulement ceux qui vont être euthanasiés par cette loi, et aussi de nos concitoyens. La France rurale avait peur du conseiller territorial, elle l'exprima par le vote sénatorial de 2011. Elle est inquiète aujourd'hui du binôme, elle l'exprimera demain. Parce que cette France a constaté l'abandon depuis plusieurs années d'une véritable politique d'aménagement du territoire. La concentration du développement économique autour des métropoles nationales et régionales, l'ajout de la fracture numérique aux autres handicaps dans les déserts de santé. Ne croyez pas, Monsieur le ministre, que je m'éloigne du débat, j'y suis au cœur. Et ne nous cachons pas derrière des paravents. Oui, ce à quoi ce gouvernement, comme le gouvernement précédent, se refuse, c'est dire clairement quel avenir, au moins à moyen terme, vous entendez réserver aux départements. Est-ce l'évaporation baladurienne? Est-ce une recomposition? Toute vision, toute prospective sont souhaitables, sont respectables, à condition de les exprimer. Certes, le président de la République a dit faire confiance au Sénat pour réécrire le projet de loi de Mme Lebranchu. Les ministres concernés ont dû apprécier. Mais voulez-vous faire confiance au Sénat pour réécrire le projet binôme et demain le projet non-cumul? Nous sommes à votre disposition. Dans cette optique et dans un objectif constructif, il faut, Monsieur le ministre, que vous entendiez qu'il n'est pas raisonnable de se cramponner à la règle des moins 20 plus 20 pour la création des nouveaux cantons, que le système de dérogation particulière en fonction des zones de montagne ou littorales ou autres serait pour nous purement arbitraire, injuste, générateur de multiples contentieux. Oui, comme nous l'avons proposé en première lecture et comme cela a été justement accepté par la commission des lois,
Il fallait venir au système moins 30 plus 30, qui seul évitera la création de cantons gigantesques, sans aucune cohérence, ne permettant plus une représentation efficace et juste des populations concernées. Oui, un conseiller départemental doit avoir une vision globale de l'action à mener dans son département. Mais cette action globale, elle ne peut ni ne doit abandonner les cantons les moins peuplés, où les handicaps géographiques sont les plus lourds. Un canton au sein d'une grande ville n'a rien à voir avec un canton en zone de montagne. C'est toute la difficulté de l'exercice. Il est des territoires où la suppression d'un canton sur deux aura des conséquences dommageables. Et je déplore, une nouvelle fois, que l'utilisation stricte de l'article 40 ait balayé nos amendements relatifs au nombre de cantons. Un mot sur le seuil du scrutin pour accéder au second tour. Nous avons toujours défendu un seuil assez bas pour préserver l'expression des partis minoritaires. Nous comprenons néanmoins l'attachement de l'UMP au seuil de 12,5% pour éviter la représentation des extrêmes populistes. Mais nous refusons le système voté par la Commission réservant le deuxième tour aux deux premiers. Il y en a déjà assez avec l'élection présidentielle. Ne bipolarisons pas à outrance la vie politique locale. Je n'en doutais pas, Monsieur le Président Sueur, ce qui prouve l'évolution de la Commission au fil des heures. Quant à l'élection des conseillers municipaux et communautaires, nous avons approuvé l'essentiel des dispositions que vous proposez, sous réserve de certains amendements. Nous avons beaucoup lutté pour que le seuil d'application du scrutin de liste reste comme vous l'aviez proposé, Monsieur le Ministre, dans le projet à 1000 habitants. Descendre à 500 aurait des inconvénients majeurs, surtout dans la constitution de plusieurs listes. En corollaire, le Sénat avait voté à l'unanimité mon amendement diminuant le nombre de conseillers municipaux uniquement au-dessous du seuil de 100 habitants. Car quel intérêt de diminuer le nombre des conseillers municipaux? Ils sont bénévoles, attachés à leur commune et constituent un élément de lien social irremplaçable. En outre, la représentation dans les intercommunalités par les maires des petites communes qui seront seuls surchargés de travail justifie de ne pas diminuer le nombre de conseillers municipaux. Enfin, en ce qui concerne l'élection des délégués communautaires, favorables au fléchage, nous souhaitons la plus grande liberté et la plus grande simplicité dans le dispositif. Vous le savez, Monsieur le Ministre, ce texte suscite parmi les sénateurs de mon groupe, du RDSE, bien des interrogations. Parce que, viscéralement convaincu de la nécessité du lien direct entre l'élu et le territoire, de la nécessité de la représentation non seulement des citoyens, mais des territoires. Il est des orientations qui nous inquiètent. Notre groupe exprimera vraisemblablement des votes divers en fonction des sensibilités diverses qui s'y expriment librement. Monsieur le ministre, vous exprimez une conception de la République que nous partageons sur bien des points. Je comprends que le vote du Sénat ne vous satisfasse pas, mais n'écartez pas ce qu'il exprime, non contre vous, dont nous apprécions au jour le jour l'action et le travail, mais pour une conception de notre République et de son organisation que les réformes ne doivent pas fragiliser, mais conforter. Merci. La parole est à Madame Hélène Lipietz pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous nous apprêtons à vivre un nouveau marathon sénatorial pour la seconde lecture de ce projet de loi concernant les élections départementales et la désignation des conseillers communautaires. Ma plus grande espérance, parler d'espoir serait trop terre-à-terre, est que notre nouveau débat soit plus à la hauteur que le précédent, plus respectueux de nos futurs collègues qui feront leur entrée dans nos assemblées départementales. Elles ne sont pas des gadgets, ni une prime pour le repos de l'élu. Elles n'auront pas à faire leurs preuves et les administrations auront toujours le pouvoir que nous, élus, leur laisserons, notamment par notre absentéisme.
Elles seront des politiques, car elles le sont déjà. Elles seront aussi responsables que les hommes du bien-être de la société après avoir été pendant des siècles les fées du foyer. Elles auront les défauts des hommes, leur incompétence, mais aussi leur qualité et leur pugnacité, comme vous et moi. Bref, j'espère que la honte de nos précédents débats puisse passer aux oubliettes de la toute petite histoire. Reste le regret de n'avoir su faire que le texte présenté à l'Assemblée soit notre texte, le texte du Sénat, en lieu et place du texte du gouvernement. Certes, nous autres écologistes avons contribué à son rejet par notre Haute Assemblée, nous en sommes conscients, mais pas plus, pas moins que les autres groupes. Avons-nous su nous entendre sur la rénovation de nos institutions? Avons-nous su trouver le plus petit dénominateur commun possible pour nous retrouver alors que nous sommes si opposés? Entre les partisans du conseiller territorial, les adversaires du scrutin binominal, les partisans du tout proportionnel et ceux d'aucune proportionnalité, ceux d'une intercommunalité des communes et ceux pour lesquels l'intercommunalité fait peur, et un gouvernement incapable d'entendre même les propositions de forme que je lui proposais parce que venant d'une écologiste, la précédente discussion n'a su trouver le chemin du compromis. Puisse cette nouvelle discussion permettre enfin une véritable écoute de tous les avis. Elle a d'ailleurs déjà bien commencé dès l'étude en commission des lois. Ainsi, nous avons acté le renversement du privilège de l'âge que l'Assemblée n'avait pas repris. J'en fus étonnée. Je pensais que l'Assemblée nationale, plus nombreuse, plus jeune et dynamique, aurait bien compris notre démarche. Je pensais. La loi, la politique n'est pas faite. La loi, la politique n'est pas faite pour le passé, elle est faite pour l'avenir. Il faut savoir passer la main en accompagnant les plus jeunes et non pas en se cramponnant au bras de son fauteuil, aussi confortable soit-il. Ce n'est donc pas une affaire de jeunesse